Oui, on va démarrer ce webinaire. Donc, on remercie à tous les participants d'être présents et de participer à cette série de webinaires qui aujourd'hui va être consacrée sur le confort d'été. Donc là, nous allons, dans un premier temps, si tout le monde a bien compris les consignes et si tout le monde est bien installé, nous allons présenter déjà notre structure. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise et la Maison Énergie Habitat Climat portent une mission de public particulier, des professionnels et des collectivités. Ces deux structures couvrent le territoire de la métropole, Aix-Marseille-Provence. Elles assurent une mission de conseil et facilitent le parcours tout au long du projet de rénovation en maison individuelle et en copropriété. C'est un accompagnement neutre et gratuit. Nous couvrons, ces deux structures donc, couvrent le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, le conseiller Frédéric Tamizé et moi-même, Rosita Hamad, nous allons vous présenter la thématique sur le confort d'été. Donc, on va balayer ensemble les points suivants. Le contexte climatique à l'échelle territoriale, identifier les causes des phénomènes d'ICU, donc d'îlots de chaleur urbains, et la mise en pratique des solutions potentielles dans le cadre d'un espace public et d'un espace privé. Ensuite, à la fin de ce déroulé, nous allons vous proposer un temps d'échange. Donc, on va compiler toutes les questions qui seront survenues tout le long du déroulé et on pourra traiter toutes les questions. Donc, si tout va bien pour tout le monde, on peut peut-être démarrer. Alors, signaler s'il y a un souci avant qu'on démarre le vif du sujet. Je crois que, bon, je fais appel au conseiller qui va traiter les questions, qui me signale s'il n'y a pas de problème technique et si on peut démarrer. Donc, apparemment, tout le monde est là, on peut participer. Donc, bonjour à tous à nouveau pour les nouveaux rentrants. Donc, notre première partie va concerner le contexte climatique et on va plus particulièrement regarder notre territoire, donc le département. Le premier graphique, c'est un graphique issu de Météo France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de dérèglement climatique et c'est un graphique qui est intéressant dans le sens où il présente l'écart des températures au cours des années par rapport à une moyenne. Moyenne qui est calculée sur l'année de 1961 à 1990. Ce que nous pouvons observer sur ce graphique, c'est qu'à partir des années 2003, toutes les années ont des écarts de température ont des écarts de température positifs, c'est-à-dire qu'elles sont supérieures à la moyenne et que surtout on peut noter un accroissement de ces écarts de température au cours des années suivantes. Ainsi, en partant de ce graphique, si sur la période 1950-2005, on pouvait avoir des records de température de 42,7 degrés sur notre territoire, on pourra s'attendre dans les années 2050 à des records possibles autour de 50,4 degrés. Comme le dit mon collègue, on peut observer sur cette carte un épisode caniculaire sur la période du mois d'août 2003. On observe 3 zones bien marquées, dont une à gauche qui est due à l'activité économique industrielle, une autre sur la droite à la zone d'habitation, c'est une zone intermédiaire, et en bas, on a une zone côtière qui est moins marquée par la chaleur est moins importante. Mais aujourd'hui, on va se consacrer sur le phénomène d'îlots de chaleur urbain.
Donc, le terme d'ICU désigne une différence de température entre le secteur environnant, le secteur urbain, et ce phénomène est localisé avec une durée limitée dans le temps, surtout avec des conséquences de transmission de chaleur la nuit. Pour info, la température entre le centre-ville et sa périphérie peut varier entre 2 et 10 degrés. On va aborder les causes de ces îlots de chaleur qui sont multiples. C'est comme si on vous proposait de sortir un peu de ce confinement et de vous imaginer dans le centre-ville de Marseille et d'observer une situation que vous avez vécue lors d'une période caniculaire et de se dire quels sont ces facteurs interagissant aux îlots de chaleur urbains. Donc, les facteurs sont les surfaces. Donc, les surfaces dépendent des matériaux qui les composent, dont une incidence sur l'albédo. Il y a aussi la diminution de la végétalisation et on se rend compte que cette diminution de la végétalisation est bien insuffisante sur notre territoire. Il y a également les émissions de chaleur anthropique. Cette source vient évidemment s'ajouter à la chaleur ambiante issue du milieu de l'industrie, le transport, la climatisation et autres. Les causes aussi sont bien présentes à cause de la morphologie urbaine. La forme urbaine provoque une incidence en fonction de la dimension du bâti et bien sûr les espaces entre eux. On a aussi les causes du climat et des zones géographiques. Le climat local a des effets sur les vents, bien sûr, et la situation géographique influe sur les courants d'air, les zones côtières, comme on a pu voir sur la carte précédente. Ce phénomène a une incidence, ce phénomène a une incidence la journée et également la nuit. Donc, c'est un constat d'une somme de tous ces facteurs qui nous amènent avec un inconfort à l'intérieur de chez nous. Et également, ça engendre aussi un risque sanitaire. Pour info, la métropole a mené des actions déjà pour adapter les territoires, le métropole de ce territoire bien sûr, la métropole a mené déjà des actions pour adapter les territoires au changement climatique. Donc, on va vous aborder un petit peu des solutions dont on s'est appuyé sur leurs travaux. Donc, on a parlé tout à l'heure des surfaces et on a parlé surtout d'albédo. L'albédo désigne l'indice d'une surface réfléchissante en fonction de sa couleur, de sa texture et de sa porosité. Un exemple, la surface d'un goudron et la surface d'un espace vert peut atteindre en fin de journée, il y aura un delta de 20 degrés entre les deux surfaces. Les couleurs sombres, c'est un effet capteur, et pour info, la valeur qui se rapproche de 0 est une surface plus absorbante, comme le décrit cette image. Donc, on va favoriser plus des couleurs claires, tout en étant vigilant à ne pas avoir un effet éblouissant. On va aussi, pour diminuer cet albédo, on va aussi renaturer les sols pour intégrer des surfaces perméables, et aussi on va mettre en place, produire et générer de l'ombre pour avoir une sensation de confort. La consommation d'énergie due à l'activité humaine, on l'a tous aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, en confinement, on est moins en déplacement, bien sûr. On va moins se déplacer, mais on cuisine énormément. On se chauffe moins parce que la saison arrive, saison clémente arrive. Donc, tous ces éléments, ces activités humaines, intensifient également les îlots de chaleur. Donc, pour y remédier, on peut adopter
un mode de vie, proposer des modes de vie plus sobres en visant des solutions alternatives sans bien sûr amputer un mode de vie et une baisse de confort des ménages. Ensuite, ce qui est pour réduire les besoins de déplacement, on peut développer une stratégie pour des mesures visant les usagers potentiels tels que les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, ou penser aussi aux personnes donc, qui vont se rendre sur leur lieu de travail. On peut aussi travailler sur la construction et la rénovation des bâtiments en pensant avec des bâtiments plus performants. Les conséquences sont aussi la forme de la ville et la circulation de l'air. C'est sûr qu'ouvrir les rues par rapport au vent dominant permettrait de ne pas piéger les rayonnements solaires, comme l'indique sur ce schéma, et également diversifier la hauteur des positionnements entre les bâtiments permettrait de... Ah, il y a un petit bruit peut-être qu'on en a là. Alors, diversifier la hauteur et le positionnement entre les bâtiments, ça permet aussi de créer de la circulation de l'air. Ensuite, comme on parlait tout à l'heure de rénovation et construction, le choix des matériaux est déterminant. Le choix des matériaux va être déterminant en fonction de son déphasage en été et en hiver. Le déphasage, ce terme va être plus développé tout à l'heure dans la partie 2 avec le conseiller Frédéric Tamizy. Et c'est sûr que recourir à des dispositifs d'ombrage de masques, ça favorise des ombres portées, directes ou indirectes. Ceci se définit et s'étudie. Les ombres s'étudient, que ce soit en construction ou en rénovation, s'étudient en fonction de la courbe solaire au gré des saisons, bien sûr. Là, jusqu'à présent, on a parlé de ce que l'homme pourrait faire. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec la nature, s'appuyer sur la nature et pourrait peut-être aussi également travailler sur la diminution de l'îlot de chaleur. Donc, la proposition aussi, c'est en s'appuyant sur la végétalisation et les surfaces en terre, on pourrait également apporter un rafraîchissement à l'air ambiant dans les espaces verts. Tout ce rafraîchissement, il pourrait devenir un rafraîchissement entre guillemets dit naturel, en interceptant le rayonnement solaire, donc en créant de l'ombrage. Par évapotranspiration, bien sûr, ça augmenterait l'humidité et apporterait un rafraîchissement. Mais cela dépend du choix des espèces que l'on va choisir, des espèces végétales que l'on va choisir, qui soient adaptées à notre climat. Donc, soit avec des feuilles et des plantes charnues ou des petites feuilles, soit des plantes aussi qui résistent à la sécheresse, et des plantes, moi je pense aux plantes de garrigue. Donc, on sait très bien que la végétalisation en ville est un enjeu environnemental, social et sanitaire, et dépend d'une politique globale. Mais pas que, parce que la politique globale, c'est aussi s'il y a un effort de fait, des aménagements réalisés en espace public, bien entendu, dans l'espace privé, on peut aussi œuvrer. Et quand on parlait de nature, l'eau peut aussi être un allié incontournable pour justement accentuer l'évaporisation et la mise en route de brises thermiques. Il y a des solutions pour travailler sur l'évaporisation, pour la mise en route de brises thermiques. Donc, on pense souvent à augmenter les surfaces en eau, des systèmes de rétention. Donc, c'est favoriser des systèmes d'infiltration dans les sols à proximité des racines. On parle des noues végétalisés. Donc ça, vous pouvez le voir en haut de la slide. C'est une représentation d'une noue, en fait. On peut aussi penser à la réouverture du cours d'eau et mettre
en pratique des solutions de récupération d'eau de pluie en pied d'immeuble, dans votre balcon, comme aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, on peut essayer de mettre des systèmes de récupération d'eau de pluie à l'échelle privée et à l'échelle, bien sûr, publique. Pour la petite histoire, on a également, pour augmenter les surfaces en eau et renaturer les sols, il y a aujourd'hui un projet en cours dans le cadre d'aménagement de la zone euro-méditerranée, donc seulement certaines personnes doivent connaître peut-être, et ils se sont appuyés sur le fleuve des Égalades. Aujourd'hui, il s'appelle les Égalades, mais aussi dénommé le ruisseau de la Caravelle. Donc ce ruisseau, ou ce fleuve, prend sa source sur le flanc nord-ouest de massif de l'Étoile et se jette dans la mer Méditerranée à Marseille. Donc ça, c'était pour la petite histoire géographique. Donc voilà, nous avons un peu déambulé en ville, dans les espaces publics et trouvé un peu identifier les causes et surtout aussi trouver peut-être des solutions. Et là, aujourd'hui, maintenant, on va peut-être aussi revenir chez nous, repartir chez nous et aller sur l'espace privé. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Frédéric Tamisier pour développer le sujet de l'espace privé. Alors, juste pour finir sur l'eau, un allié dans la lutte contre les îlots de chaleur, il y a des points de vigilance à avoir bien sûr sur l'eau. Il faut savoir que l'eau est un habitat favorable à la prolifération d'espèces nuisibles, notamment les moustiques. Ensuite, l'utilisation de l'eau pour rafraîchir l'air, il faut faire attention car nous sommes dans une région qui est soumise aujourd'hui à des périodes de sécheresse et il ne faut pas rajouter une pression supplémentaire sur la ressource qui va devenir de plus en plus rare. L'idée ici, ça va être de trouver des solutions qui sont économes en eau. Donc l'eau plus la végétation, ça apporte aussi des co-bénéfices visuels par les variations d'ambiance au sein de la ville, aux aléas des rues ou des ronds-points. Bien sûr, c'est un rôle esthétique et ludique. On préfère avoir une ville joliment fleurie qu'une ville bétonnée. Et ensuite, on a un retour de la biodiversité en ville en favorisant certaines espèces végétales. Donc maintenant, on va pouvoir intervenir sur l'espace privé et la lutte contre la surchauffe estivale. La première chose, c'est de définir quelques termes. Qu'est-ce que la température ressentie? Donc pour ça, on va prendre une pièce, on va considérer une pièce et on va dire que la température perçue par le corps humain, ça va être une moyenne des températures des parois plus la moyenne des températures de l'air et tout ça divisé par 2. Donc on va peut-être prendre un exemple. La température de l'air ici est de 25 degrés. Les parois ont une température de 19 degrés. Alors les parois, il faut bien entendre murs et menuiserie, vitrage, etc. Et on va avoir notre température ressentie de 22 degrés. On va maintenant pouvoir définir le confort. Donc si on prend une définition un peu plus générale du confort, le confort c'est un bien-être, une aisance qu'apporte un vêtement, une pièce de mobilier, un véhicule, etc. Donc on voit bien que plusieurs paramètres entrent en compte dans la notion de confort. Et donc ça va être de même pour la notion de confort thermique. Les paramètres qui vont entrer en relation dans le confort thermique, ça va être des paramètres extérieurs, comme la température des parois, la température de l'air, comme nous avons vu précédemment, mais aussi la vitesse de l'air et l'humidité. Et ensuite, on va avoir des paramètres intérieurs qui vont être le métabolisme et l'habillement. Tous ces paramètres font qu'il n'existe pas un confort standard, mais des conforts individuels. Il faut donc trouver son confort personnel et affecter les bonnes températures au sein de son logement. Pour se prémunir de l'inconfort thermique estival, on va avoir plusieurs leviers d'action à mettre en œuvre dans l'espace privé. Ça va être protéger le bâtiment du rayonnement solaire, éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment, minimiser les apports internes et bien sûr dissiper la chaleur la nuit et pourquoi pas rafraîchir en dernier recours. Commençons donc par la première étape. On va définir d'abord les apports extérieurs. Qu'est-ce qu'on appelle les apports extérieurs? Donc les apports extérieurs sont de plusieurs types. On va prendre le cas d'un immeuble et on va pouvoir avoir les apports solaires directs. Donc ce sont les apports dus au rayonnement solaire qui va chauffer notre intérieur directement. C'est par exemple le cas quand en été vous mettez derrière une vitre, vous ressentez directement la chaleur. Ensuite, nous avons les apports solaires indirects. Donc le principe, c'est que les apports solaires vont chauffer le matériau et
ces matériaux vont nous restituer la chaleur à l'intérieur de nos logements. Nous avons aussi des apports dus à l'arrivée d'air chaud dans notre logement, par la ventilation ou par les infiltrations d'air. Enfin, un cas particulier pour les copropriétés, c'est qu'on va avoir des échanges entre les appartements. Et tout cet ensemble d'échanges va avoir pour conséquence de faire surchauffer l'intérieur de notre logement si on ne met rien en œuvre. Donc, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour se prémunir de l'augmentation de température intérieure? Donc, la première étape, ça va être de se protéger. Et pour ça, on va pouvoir mettre en place une isolation. Là encore, il va falloir faire des choix. Pour mettre en place une isolation, on va choisir des matériaux denses et ou à fort temps de déphasage. Le temps de déphasage, ça va être le laps de temps entre le moment où le matériau est chauffé et le moment où il restitue sa chaleur. Ainsi, prenons deux exemples. La laine de verre avec un temps de déphasage de 4 heures et la ouate de cellulose avec un temps de déphasage de 12 heures. La laine de verre, on va la chauffer à 14 heures et elle va restituer sa chaleur autour de 18 heures. Donc une période qui est encore relativement chaude. La ouate de cellulose, si on vient la chauffer pour la même période de temps, c'est-à-dire vers 14 heures, elle va restituer sa chaleur vers 2 heures du matin. Et donc va permettre de restituer sa chaleur dans une période de temps où il fait plus frais. Donc ça va être moins gênant sur le confort. Dans la logique de protection, on va aussi pouvoir mettre en place des casquettes, des voiles ou des volets sur les menuiseries. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les menuiseries sont très sensibles à l'apport solaire direct. Et le but, c'est ici de créer des ombres portées sur les menuiseries pour les protéger. Bien sûr, on va avoir quelques particularités selon l'orientation de la fenêtre. Si on se trouve avec un ouvrant qui donne au sud, on va favoriser les protections dites horizontales, alors que si elle se trouve à l'ouest, on va favoriser les protections dites verticales. Bien sûr, il faut prendre aussi quelques comportements. Il faut penser à bien fermer ses protections solaires et ses menuiseries quand il fait jour et quand la température augmente. Ensuite, toujours en accord avec l'espace public, et comme l'a souligné Rosita, on va pouvoir végétaliser. Donc, plusieurs choses peuvent être végétalisées au sein d'une copropriété. Ça va être les jardins, les emplacements de parking, les toits de garage. Tout ceci est bien sûr propre à chaque copropriété. Et toujours en accord avec l'espace public, on va pouvoir optimiser la gestion des eaux pluviales ou bien réduire l'imperméabilisation des sols. Donc, si les apports externes ne sont pas négligeables, il en est de même pour les apports internes. À l'intérieur de logement, nous avons de multiples appareils qui consomment de l'énergie. Et cette consommation d'énergie entraîne une production de chaleur. Et nous-mêmes, êtres humains, nous produisons de la chaleur afin de garantir le bon fonctionnement de notre organisme. Ainsi, si nous prenons une maison et que nous nous interrogeons sur pourquoi la température augmente, plusieurs pistes sont à observer. Les appareils électroménagers, il faut savoir qu'un four, c'est 3000 watts. Un réfrigérateur, c'est 100 watts, mais il fonctionne 24 heures sur 24. L'occupation. Une personne au repos va produire 80 watts. Une personne qui fait de l'exercice, 120 watts. La bureautique. L'ordinateur, 150 watts, télévision, 200 watts. Et bien sûr, un élément important, c'est l'éclairage. On va compter environ 6 watts par mètre carré pour des ampoules incandescentes. Donc tout ça cumulé va faire que notre intérieur surchauffe. Prenons un exemple. Prenons un exemple. 2 personnes au repos, les lampes allumées dans le salon, 25 mètres carrés, une télévision et un réfrigérateur qui fonctionne 24 heures sur 24. L'apport d'énergie équivaut à 610 watts. C'est comme si aujourd'hui vous mettez un radiateur dans votre logement en plein milieu de l'été à 14 heures quand il fait le plus chaud et qui fait 600 watts. Donc maintenant, on va pouvoir prémunir de ces actions. Reprenons notre appartement. Et on va adopter un comportement responsable, c'est-à-dire qu'on va y avoir une utilisation raisonnée des appareils électriques. On va limiter l'usage des appareils consommateurs d'énergie ou décaler l'utilisation de certains appareils. On va privilégier l'utilisation du four plutôt le soir. On va adapter les périodes d'activité physique. On va chercher à faire ces séances de sport pas à 14 heures, mais plutôt les décaler au soir, voire les faire en extérieur. Enfin, on va anticiper ces périodes de forte chaleur en menant des travaux sur l'isolation, par exemple, ou bien la mise en place de systèmes LED, moins producteurs de chaleur et aussi moins consommateurs, ce qui fera qu'alléger vos factures d'énergie. Dissiper, rafraîchir la nuit.
Donc, si notre intérieur est toujours trop chaud, on a encore un moyen d'agir, c'est de dissiper cette chaleur qui est emmagasinée dans le mobilier, mais aussi les murs. Pour ça, on va avoir une méthode, c'est le free cooling, ce qui permet de refroidir naturellement un bâtiment tout en étant respectueux de l'environnement. L'idée, c'est d'aller chercher les températures les plus fraîches de la nuit pour venir rafraîchir notre intérieur. Ici, par exemple, c'est le cas de la journée d'août dernier, donc de août 2019, et on peut voir que les températures les plus fraîches sont entre 3h et 10h du matin. Donc c'est ces températures-là qu'on va venir chercher pour les emmener à l'intérieur et rafraîchir notre intérieur. Pour ça, on peut mettre en œuvre quelques actions. Déjà, on va venir ouvrir les menuiseries et les protections solaires dès la nuit tombée. On va essayer d'ouvrir des menuiseries qui permettent au flux d'air de traverser l'entièreté de l'appartement. Et on va pouvoir maximiser le phénomène en activant une ventilation mécanique contrôlée. Attention, c'est toujours soumis à des nuisances sonores, donc on ne pourra pas le faire tout le temps. Et tout ceci, finalement, va conduire à rafraîchir notre intérieur. Et si ça ne suffit toujours pas, il existe la dernière méthode ultime où dans l'idéal il faudrait s'en passer, c'est la climatisation active. Donc on va vous dire quelques mots sur la climatisation. Donc la climatisation active, c'est ce que on appelle aussi pompe à chaleur. Donc c'est une technologie qui va consommer de l'électricité, donc elle va avoir un impact financier déjà sur vos factures énergétiques, en plus d'avoir un impact sur l'environnement. Le principe de la climatisation, pour faire un raccourci, c'est de prendre le chaud qui est à l'intérieur de votre logement et de le rejeter à l'extérieur de votre logement. Donc, ainsi, la multiplication des systèmes de climatisation va conduire à l'intensification des îlots de chaleur urbains, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un geste supplémentaire qui va intensifier l'îlot de chaleur. Donc, on intensifie l'îlot de chaleur, donc il faut plus rafraîchir notre intérieur. Plus on rafraîchit, plus on augmente l'îlot de chaleur. Néanmoins, le but étant aujourd'hui de s'en passer, si l'utilisation est néanmoins nécessaire, il est important de retenir quelques bons gestes. Le premier, c'est d'avoir entre 4 et 6 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur au maximum. Ceci afin d'éviter les chocs thermiques et de tomber malade. On va venir entretenir les filtres 1 à 2 fois par an afin d'assainir l'air. Il faut savoir que le filtre va piéger tout ce qui va être poussière. Donc, ça va être un nid à poussière, à bactéries, à virus, pourquoi pas. Donc, on va venir le nettoyer 1 à 2 fois par an. On va faire un contrôle des fluides annuels du fluide frigorigène. Donc, le fluide frigorigène, c'est ce qui permet de faire l'échange entre l'air à l'intérieur et l'air à l'extérieur. C'est un fluide qu'il faut savoir qui est très nocif pour l'environnement. Il faut contacter une entreprise spécialisée et qui respecte les garants de l'environnement. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux favoriser d'abord la ventilation naturelle nocturne. Donc, voilà, on a abordé l'étape 1 et l'étape 2, l'espace public et l'espace privé. Donc, pour nous, on pense que plusieurs acteurs interagissent contre les îlots de chaleur urbains. Et pour ce faire, on peut également tous pallier à ces variations saisonnières à tous les niveaux. À petite et grande échelle, nous pouvons intervenir et lutter contre les ICU, les îlots de chaleur urbains, et obtenir un confort optimal. Donc voilà, on est à votre écoute pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, on va les traiter de suite. Merci de votre écoute et de votre participation déjà. Ça serait peut-être bien de remettre les vidéos pour qu'on puisse leur parler. Les caméras, peut-être. Alors, on a des questions. Je te les pose. Non, je peux pas.
c'est toi qui dois m'activer là. Ah. Donc, on est désolé aussi pour l'organisation parce que pour nous, c'est une première. Et c'est vrai qu'un webinaire, on n'a pas tous les facteurs pour être opérationnel. Alors, pour les retardataires, on va remettre, je pense, un lien, une restitution de présentation en place pour rattraper. Ouais. Donc, on va peut-être se concerter avec le conseiller qui traite les questions, Arnaud Husneau. Alors, pour l'instant, il y a eu une question sur, c'est plutôt un rappel, effectivement, sur l'usage de la climatisation. Et donc, comme ça a été trop précisé par Frédéric, c'est vrai que c'est un outil qui est... On t'entend pas. On t'entend pas bien. On t'entend pas du tout, Arnaud. On m'entend pas du tout. Alors, je vais repasser par écrit. Une question. Ben, je pense qu'on t'entend pas du tout. Ah, d'accord. Tant pis. Alors, moi, à la limite, je peux commencer à poser quelques questions à Rosita en les lisant du chat. Donc, Rosita, est-ce que les Velux sont à proscrire, même les plus récents, ou est-ce que c'est suffisant de les protéger par un volet extérieur? oui, pour les Velux, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut identifier, bien sûr, l'emplacement. Et comme on parle de course solaire pour identifier le masque qu'on peut lui apporter, c'est aussi l'ombre qu'on va la protection solaire qu'on va lui apporter, ça va être surtout de l'extérieur. Et aussi, les vitrages vont être aussi choisis en fonction. Oui, au niveau des arbres, il y a beaucoup de questions sur la végétation. On va favoriser des arbres type feuillus, donc c'est-à-dire des feuilles, qui ont des feuilles caduques qui vont tomber en saison hivernale. Pour comprendre, on va avoir besoin d'ombre en été, mais on va avoir besoin d'apport de rayonnement solaire en hiver. Donc, on va favoriser les arbres qui perdent leurs feuilles. À feuilles caduques, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'un ventilateur de plafond est efficace? Le ventilateur au plafond, oui, il va permettre de faire un brassage de l'air. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des températures, l'air va se stratifier s'il n'est pas mis en mouvement. Donc, on va avoir plutôt le froid au sol et le chaud au plafond. Donc, le but, ça va être de brasser cet air. Et dans les paramètres du confort thermique, on va avoir la notion de vitesse de l'air. Il faut savoir qu'une faible vitesse va nous permettre d'avoir une sensation de rafraîchissement qui peut être de l'ordre de 3 degrés maximum pour la vitesse de l'air. Alors, pour les questions qui concernent plus un logement précis, je vois par exemple comment optimiser le confort thermique estival d'une surélévation de villa en bois. Je vous invite à revenir vers un des conseillers de l'ALEC qui pourra en étudier avec vous les tenants et aboutissants de cette question et avoir l'entièreté des informations. Oui, je rejoins Fabienne qui dit que le Velux, éviter le volet sombre collé à la vitre. Effectivement, il faut toujours un espace entre la paroi vitrée et la protection solaire. Cet espace va permettre de temporiser en fait le contact et d'éviter éviter la conduction surtout La conduction, exactement. Qui apporte de la chaleur. Alors, favoriser une petite fontaine intérieure, un ventilateur au-dessus d'une cuvette d'eau. Est-ce que ça marche? C'est ça la question, c'est ça? Comment
enfin, juste pour faire l'introduction, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est une seule action, un seul facteur à mettre en place ne sera pas efficace. Il va falloir qu'il y ait plusieurs facteurs à mettre en place parce que l'action d'installer une fontaine ne sera pas efficace. Ça sera plus un effet de sensation, de rafraîchissement. Il va falloir que ce soit coordonné avec d'autres éléments qu'on a évoqués dans le webinaire. Par exemple, si c'est une maison individuelle, bien sûr que ce soit bien orienté, si c'est orienté sud-ouest, mettre des masques d'ombre, de trouver une solution pour la partie sud et partie ouest en végétation. Et à l'intérieur, c'est là, à ce moment-là, que ça peut aussi, cette fontaine peut avoir une sensation de rafraîchissement. Oui, alors pour l'extension en bois, on va revenir là-dessus parce que il y a beaucoup de questions. Oui, comme le dit EC dans le chat, exactement. Il faut savoir que j'ai parlé de déphasage et d'inertie thermique tout à l'heure. Le bois a une inertie assez faible, donc il va falloir regarder quelles sont les parois lourdes de l'habitation, souvent le plancher, qui sont les parois finalement qui permettent un déphasage temporel. Une question pour Rosita peut-être. Quelles espèces peuvent convenir alors, je lis entièrement. Moi, j'ai une terrasse, donc pour la plantation d'arbres, je suis un peu limité. Quelles espèces peuvent convenir? Les plantes grimpantes qui poussent en pot, par exemple? Oui, ben justement, une plante qui a feuilles caduques. Donc, on peut parler sur une treille, en fait, une vigne vierge ou autre. Donc là aussi, encore une fois, nous, on n'est pas experts là-dessus. Hein, je veux dire, on apporte des éléments, mais déjà, dans un premier temps, la première idée qui est pour la végétation, c'est des feuillages des espèces à feuilles caduques pour justement faire rentrer l'apport solaire en période hivernale et être bien protégé l'été. À part la ouate de cellulose, quel matériau pour l'isolation de la toiture? Alors, c'est pareil, il y a beaucoup de matériaux, fibres de bois par exemple. Ça, peut-être que vous pouvez revenir vers un conseiller de la LEC ou de la MEC selon où vous êtes localisé et voir avec eux un peu votre projet et il pourra vous indiquer les meilleurs matériaux. Alors, pour Rosita, avez-vous des adresses de vendeurs de produits biosourcés? Les produits biosourcés, bon, ben là, on a des artisans qui proposent des installations avec des produits biosourcés. Donc, il faut savoir que l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison énergie climat de Aix on porte une plateforme et on référence aussi des professionnels. Donc, ces professionnels on pourra aussi vous envoyer une liste de professionnels sur cette thématique. Donc là, encore une fois, on vous invite à nous contacter pour travailler avec vous et adapter le projet. Alors, le toit végétalisé apporte effectivement un confort estival plutôt qu'une toiture bitumineuse. Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est un des conseillers qui a répondu. Oui, il faut faire attention avec le toit végétalisé à des Oui, éventuels problèmes de structure. Donc, à faire vérifier avant de mettre en place. Et surtout dans nos régions, on pose beaucoup de questions sur les plantes à mettre en œuvre et le système d'irrigation. l'irrigation, oui, pour la consommation en eau également. Voilà. Dans le chat, vous trouverez aussi les coordonnées pour rejoindre la LEC. Et si vous êtes vers Aix et le pays d'Aix, il faudra mieux vous rapprocher de la maison de l'énergie, de l'habitat de l'énergie et du climat, la MEC. Alors, la question c'est vers qui me tourner
C'est pour savoir si ma toiture peut supporter une végétalisation. Il y a une étude justement à mener. Hein. Vous pouvez très bien, dès lors que vous envisagez un projet, soit vous faites appel à un architecte ou un bureau d'études, mais un architecte aussi peut quantifier ces éléments. Donc, ça serait intéressant de faire appel à un architecte. Donc là, encore une fois, on peut également vous faire parvenir une liste de professionnels suivant votre projet. Je vous invite à revenir nous envoyer un mail avec votre question et au moins on pourra vous recontacter directement. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir... Ah, alors, forme urbaine. Vous avez évoqué une notion de mise en route de brise thermique. Il faut cependant faire attention dans notre région à l'effet Venturi, source parfois de grand inconfort. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Tout à fait. toute la Ce n'est question. pas... Ouais. Ouais. Toute la question est là, c'est que nous, on a présenté des solutions. Bien sûr, elles ne sont pas toutes possibles à mettre en œuvre de partout. Et Avec des points de vigilance. voilà, Tout à il fait. faut vraiment faire des études et il ne faudra pas faire n'importe quoi. Donc après, c'est réglementé aussi. Hein, je veux dire, un règlement qui est là. Bon, on n'a pas pu tout aborder dans le déroulé, mais ça peut faire aussi, suivant justement, suivant votre demande, peut-être aussi l'objet d'une thématique qu'on peut-être plus détailler. Là, on est parti sur des grandes lignes, mais peut-être on vous invite à nous proposer aussi une thématique plus spécifique à nous proposer. Donc, n'hésitez pas. On est, euh, on est justement à votre écoute pour développer d'autres thématiques. L'effet Venturi, c'est un peu l'idée de créer des dépressions et donc d'avoir des flux d'air accélérés. Donc les flux d'air qui sont, on va dire, bons pour le confort, ça va être des flux d'air relativement peu rapides. Et l'effet Voilà, Venturi va avoir comme conséquence d'accélérer les flux d'air et donc de créer ce qu'on appelle des vents qui sont pas avec des forcément inconforts. confortables. Ouais. Oui, oui, je rappelle parce que ça revient, la végétalisation des toits, il faut bien faire une étude de structure, bien sûr, pour voir si votre toit et votre bâtisse peut supporter le surpoids. Mais c'est sûr que pour un toit terrasse, par exemple, au-delà de la végétalisation, c'est déjà opter sur une surface perméable. Parce que, comme on l'a évoqué sur le déroulé, une surface non perméable et très foncée du goudron, par exemple, a un albédo très absorbant. Donc, ça va être très néfaste pour le confort d'été. Donc là, si vous n'avez pas la possibilité de faire une végétalisation, peut-être opter pour des surfaces plus claires. Effectivement, c'est bien de refaire le point. Effectivement, il existe une charte de végétalisation, un permis vert, un visa vert. Il faut faire la demande auprès de la métropole, il me semble. C'est ce qui permet de verdir un petit peu les rues, les entrées d'immeubles, Ouais, etc., etc. c'est le cadre réglementaire ouais, du plan du PLU en fait. Les ventilateurs plutôt que la climatisation. Oui, oui, oui. Il vaut mieux favoriser les ventilateurs. Les ventilateurs peuvent être aussi un supplément à apporter au moment du free cooling, donc la nuit, pour permettre à bien disperser le flux d'air. Pour une toiture terrasse, l'isolation par l'extérieur est mieux ou pas? Oui, tout à fait. Oui, on va venir gommer des problèmes de fuite thermique qu'on appelle les ponts thermiques et on va les éviter avec une isolation par l'extérieur.
et aussi la mise en œuvre est plus simple et moins intrusive. Aujourd'hui, on rappelle aussi que toutes ces démarches d'isolation, on a des aides financières pour ces projets de rénovation. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour justement balayer ensemble les aides adaptées à votre projet. Et pour vous accompagner aussi tout Et au long vous de la accompagner, démarche. voilà, sur les démarches techniques et autres. On rappelle que notre conseil, il est neutre et gratuit. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être pouvoir arrêter là le webinaire et vous souhaiter une bonne Voilà, après-midi. nous invitons à partager d'autres échanges, si vous le souhaitez, par mail ou par téléphone, et aussi à participer aux autres webinaires qui sont prévus du 17 au 30 avril. Donc, vous le verrez sur notre site, il y a toutes les thématiques. Voilà. Bon, on a été ravis de faire ce premier exercice avec vous. Donc, merci encore de votre participation et à très bientôt, j'espère. J'ai vu une question posée sur les carrelages plein sud. Existe-t-il un moyen de limiter la restitution de chaleur d'un carrelage terrasse plein sud en dehors des moyens classiques de type pergola? Je pense que vous avez le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est d'éviter qu'ils prennent le soleil. Je pense que Oui, parce n'y a que pas c'est un d'autre solution. Ouais, le pont thermique, il est. Déjà, si votre terrasse aussi, elle est dans la continuité de votre maison, là, c'est un pont thermique très énorme, quoi, déjà. Et si déjà il est carrelé avec des matériaux absorbants, ça ne va pas favoriser votre confort d'été. Donc, l'idéal, peut-être si elle est la solution de mettre un arbre devant votre terrasse, alors peut-être sans pergola, mais un arbre qui va faire un ombre portée. Donc, il y a sûrement une solution pour travailler sur le sujet du confort d'été. Et peut-être un petit dernier mot, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'agenda des webinaires que l'on va tenir encore pour un petit moment sur notre site internet qui est alecmétropolemarseillaise.fr et l'onglet agenda. Bon. Je crois qu'on est bon, donc. On a balayé toutes les questions ou il y a encore des questions à traiter? Non, c'est bon, on a tout balayé. Je pense qu'on peut mettre fin à la séance. Et pourquoi pas vous retrouver sur de prochains webinaires avec l'ALEC ou la Maison de l'énergie du climat, de l'habitat de l'énergie climat. Merci.